Bonjour, Lisiane Manderknapp, je suis directrice générale d'éducation internationale. Je suis accompagnée de Véronique Bolduc, directrice services éducatifs en formation professionnelle, éducation aux adultes et services aux entreprises au Centre de services scolaires des navigateurs. Et Gabrielle Bergeron, je suis conseillère réglementaire d'immigration pour les étudiants étrangers chez Éducation internationale. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous recevoir. Éducation internationale, c'est une coopérative du réseau scolaire. À travers son service Québec Métiers d'avenir, la coopérative a développé une expertise en matière de recrutement et d'accompagnement d'étudiants internationaux qui ont pour projet de poursuivre des études dans un centre de formation professionnelle public du Québec. Nous offrons aussi de l'expertise conseil au réseau scolaire au sujet des règles d'immigration qui concernent les étudiants internationaux. Les étudiants étrangers diplômés de nos programmes francophones nous apparaissent comme des candidats idéaux. Étant donné que ces personnes possèdent un diplôme québécois, qu'elles sont jeunes et qu'elles vivent déjà ici en français depuis plusieurs années, elles constituent un bassin exceptionnel au recruter des nouveaux Québécois. Ces mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de François Legault dans son mot d'introduction du cahier de consultation publique pour la planification de l'immigration 2023-2026. Le rapport du commissaire à la langue française qui a été publié le 8 octobre dernier vient appuyer cette position. Il souligne que les étudiants internationaux francophones représentent une opportunité stratégique pour le Québec, notamment en raison de leur intégration linguistique et sociale déjà amorcée. Pourtant, malgré cette reconnaissance du rôle stratégique des étudiants étrangers, des mesures restrictives en immigration ont été imposées au cours de la dernière année, tant par Québec que par Ottawa, ce qui affecte lourdement et de façon disproportionnée, j'insiste, la formation professionnelle par rapport aux autres ordres d'enseignement. À la fin du mois de septembre 2025, on a réalisé un sondage auprès des centres de formation professionnelle pour connaître l'impact des mesures sur leur capacité à attirer des étudiants étrangers. 55 représentants issus de 39 centres de services scolaires, commissions scolaires, qui représentent l'ensemble des régions du Québec, ont répondu. 65 % des personnes sondées observent une baisse de 25 % ou plus à la rentrée 2025 par rapport à 2024. Pour 44 % des répondants, c'est une baisse de plus de 50 %. Et à l'hiver 2026, le portrait est encore plus sombre. Pourquoi ça devrait nous inquiéter? On a 20 établissements parmi nos répondants qui nous reportent de devoir annuler ou reporter 77 cohortes au cours de l'année scolaire. Pour l'ensemble du Québec, ce nombre est certainement encore plus élevé. Les cohortes qui sont annulées ou reportées, c'est des cohortes d'élèves québécois pour lesquels le nombre d'élèves inscrits est trop faible pour démarrer. Donc, les élèves québécois en sont victimes aussi. Ils voient rompre leur parcours de formation, ce qui affecte leur employabilité. Aussi, ce qui devrait nous inquiéter, c'est que les diplômés de la formation professionnelle y occupent des emplois essentiels à la vitalité économique de toutes nos régions. Les données disponibles parlent d'elles-mêmes. L'état d'équilibre du marché du travail qui est publié par le gouvernement du Québec nous renseigne à l'effet que 80 % des programmes de formation professionnelle sont identifiés comme menant à des métiers qui sont en léger déficit ou en déficit de main-d'œuvre. Considérons également qu'il y a un nombre important de professions qui sont les plus touchées par les pénuries persistantes de main-d'œuvre qui relèvent directement de la formation professionnelle. Préposés aux bénéficiaires, machinistes, soudeurs, les 32 métiers de la construction qui relèvent de la CCQ, les cuisiniers. Dans notre sondage, les centres de formation professionnelle nous ont nommé des programmes qui sont fragilisés par les mesures restrictives en immigration. J'en nomme quelques-uns. Cuisine, préposé aux bénéficiaires, électromécanique, mécanique de machines fixes, usinage, soudage, ferblanterie, arpentage, mécanique de véhicules lourds routiers. J'attire votre attention sur les 2 derniers programmes que j'ai mentionnés, arpentage et mécanique de véhicules lourds routiers. Le 21 août dernier, le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Emploi, qui étaient en poste à ce moment, en collaboration avec Hydro-Québec, ont annoncé des investissements de 250 millions de dollars pour soutenir la formation professionnelle dans des métiers qui sont jugés prioritaires pour la transition énergétique du Québec, notamment arpentage et mécanique de véhicules lourds routiers. Cette initiative vise à répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée dans le cadre de projets structurants pour le Québec. Or, le bassin d'élèves québécois ne suffit pas à combler les cohortes dans ces programmes. Alors, que fera Hydro-Québec quand il va chercher à embaucher un nombre suffisant de travailleurs qualifiés, mais que la main-d'œuvre ne sera tout simplement pas disponible dans le nombre désiré? Une révision des critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour les programmes ciblés serait une réponse cohérente et stratégique à ce paradoxe. Il s'agit d'un exemple, mais il y en existe plusieurs autres où nous voyons une incohérence entre les priorités projets du Québec puis les barrières qu'on se met dans les roues pour attirer des talents en formation professionnelle.
On a entendu à maintes reprises l'ancien ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, valoriser la formation professionnelle. Dans un discours qu'il a prononcé le 16 avril dernier à Alma, il affirmait « Je le dis souvent, chaque diplôme compte. Regardez autour de vous. Quel serait notre quotidien sans les personnes de métier? Sans les électriciens, les mécaniciens, les cuisiniers, les soudeurs? Ces métiers sont indispensables et on doit leur donner toute la valeur qu'ils méritent. Je crois énormément au potentiel de la formation professionnelle. Celle-ci mène à des métiers stimulants, bien rémunérés et concrets qui ont une grande utilité sociale. M. Drainville a raison. La formation professionnelle est un pilier du système éducatif québécois. Elle offre des formations pratiques et adaptées au marché du travail. La formation professionnelle, elle existe pour répondre aux besoins de main-d'œuvre pour des métiers spécialisés. Elle joue donc un rôle fondamental dans la vitalité économique de toutes nos régions. Présentement, les gouvernements du Québec et du Canada étouffent la capacité des centres de formation professionnelle à attirer des élèves internationaux, essentiels aux besoins de main-d'œuvre et au maintien d'une expertise dans les centres de formation professionnelle. Il faut savoir que 12 % des répondants à notre sondage ont mentionné avoir commencé à effectuer une réduction de personnel devant la baisse des inscriptions des internationaux. Nous sommes ici aujourd'hui et plaidons pour une reconnaissance pleine et entière de la formation professionnelle comme levier prioritaire de développement économique, régional et linguistique dans le présent exercice de planification de l'immigration. On a formulé 18 recommandations dans notre mémoire, mais je vous en présente ici nos trois principales. Les quotas d'émissions de CAC imposés aux centres de services scolaires et commissions scolaires devraient l'être en fonction des programmes et régions tels que le prévoit la loi visant à encadrer les étudiants étrangers et non pas selon une formule paramétrique qui est contraire à l'essence même de la loi. Le réseau public a été pénalisé pour des pratiques qui ont été observées dans un réseau qui n'est pas le nôtre. On est réaliste, on pense que les quotas vont demeurer, donc on ne demande pas d'exempter complètement notre ordre d'enseignement comme le font d'autres acteurs du système de l'enseignement du Québec. Cependant, il est essentiel, premièrement, de protéger les programmes qui mènent à des métiers en pénurie ou à fort besoin, et ensuite intégrer une variable liée à la réalité des régions en considérant notamment le taux de chômage local, le maintien d'une expertise régionale, les secteurs de développement économique et le besoin de main-d'œuvre qui s'y rattachent. Deuxième recommandation, bien qu'il s'agisse d'une mesure fédérale, il est important pour les décideurs du Québec de considérer l'impact significatif des restrictions liées au permis de travail post-diplôme, le PTPD, et qui concernent spécifiquement la formation professionnelle. C'est la mesure qui affecte le plus le réseau des centres de formation professionnelle publics présentement, selon notre sondage. En vertu d'un critère d'admissibilité qui est basé sur le domaine d'études qui est mis en œuvre depuis le 1er novembre 2024, il demeure que 55 programmes qui sont admissibles, alors qu'il y en avait 142 précédemment. Et on a su, à travers IRCC, que début 2026, cette liste pourrait être réduite à 35 programmes. Puis parmi les programmes qui sont non admissibles, on compte 41 programmes qui mènent à des métiers qui sont en déficit de main-d'œuvre ou pour lesquels il y a des besoins appréhendés de main-d'œuvre dans les années à venir. Je vous nomme ici quelques exemples de programmes qui sont non admissibles, puis j'ai choisi ceux qui sont identifiés comme étant prioritaires par le gouvernement du Québec. Conduite de procédés de traitement de l'eau, extraction de minerais, installation et entretien de systèmes de sécurité, mécanique automobile, mécanique de véhicules lourds routiers. Ce qu'on nous dit à IRCC, c'est que la mesure restrictive du PTPD a été décidée en fonction de données disponibles sur le marché du travail. Pourtant, l'ensemble des diplômes universitaires sont admissibles au PTPD. Difficile de croire que l'ensemble des programmes universitaires affichent des taux de placement supérieurs à des programmes de formation professionnelle, comme préposés aux bénéficiaires ou mécaniciens. Nous permettons de noter une grande incohérence entre le discours et la mise en application de la mesure, qui se fait une fois de plus au détriment de la formation professionnelle. À Ottawa, aucune demande d'assouplissement à l'admissibilité au PTPD pour des programmes de formation professionnelle n'aurait été formulée par Québec. On pense qu'il est dans l'intérêt du Québec de le faire. Et finalement, comme bien d'autres témoins dans cette commission, on demande de la prévisibilité dans les mesures. Les étudiants étrangers, les établissements pourront ainsi se fier aux paramètres en place plutôt que de naviguer dans un climat incertain et qui crée de multiples enjeux, au premier chef des drames humains. Merci de votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. On entame donc les discussions avec le ministre de la banquette gouvernementale pour une période de 16 minutes 30 secondes. Merci bien. Merci pour votre présentation très documentée sur ce qui se passe en ce moment, là, tout de suite, dans nos centres de formation professionnelle, de nos centres de services scolaires. La baisse d'inscription d'étudiants internationaux ou étrangers, c'est cet automne-ci. Est-ce qu'on avait connu des baisses aussi dans les années précédentes ou c'est réellement là? C'est maintenant la baisse. C'est vraiment à la rentrée.
Je ne sais pas si navigateur... Oui, actuellement, ce qu'on ressent, c'est qu'avec les différents changements, actuellement, juste pour notre centre de service, on a 50 de moins au niveau des inscriptions. Donc, les changements ont entraîné des gens à changer leur projet de vie, mais aussi, c'est tout ce qui est accompagnement administratif actuellement dans le secteur qui doit être revu en continuité. Donc, on le sent vraiment et notre préoccupation, c'est la suite. Parce qu'actuellement, on voit 50 dans notre centre, mais je sais que mes collègues qui sont dans la région voient exactement la même situation et on prévoit une baisse encore plus grande dans les prochains mois parce qu'on est toujours en prévision là, au niveau de nos admissions actuellement. Puis, en nombre absolu, parce qu'en pourcentage, on va c'est beaucoup, bien, à l'échelle du Québec, si on regarde, supposons combien de personnes s'inscrivaient en septembre 2024 versus combien de personnes en septembre 2025, on parle de combien de personnes, là, de moins? On n'a pas préparé le chiffre absolu. Là. Il y avait des statistiques dans le cahier de consultation publique. Là, donc, on voit... Puis là, c'est sûr que ces chiffres-là sont balancés aussi fortement dans le réseau privé qui en accueillait beaucoup aussi. Là. Donc, nous, on a essayé de faire une extrapolation, puis on s'est dit, bien, dans le réseau public, en 23, il y en avait à peu près 6-7 000. 7 de l'effectif étudiant pour l'ensemble des étudiants étrangers, là, quand on compare aussi au cycle d'enseignement supérieur. Puis, en 2024, ça aurait été à peu près 10 000. Donc là, si on parle d'une réduction de 25 à 50 bien, en tout cas, je vous laisse faire le calcul. Là. On n'a pas cette donnée-là. Là. La donnée au niveau de l'éducation est plus difficile à aller chercher de façon spécifique au niveau de l'enseignement supérieur. Mais, ouais. À l'échelle du Québec, c'est quelques milliers de personnes, mais vous dites, attention, on est dans des secteurs clés, on est dans des secteurs d'avenir, notamment pour quand on pense à ce qu'on veut faire avec Hydro-Québec, et c'est dans des secteurs où les gens se placent et trouvent un emploi. Puis vous avez pas pris à partie le réseau universitaire, mais vous avez simplement dit, écoutez, si on regardait PEC pour PEC, dans le système qui est actuellement suspendu, il y avait une espèce d'automatisme dans le réseau universitaire. Puis vous dites, nous, on ne l'avait pas. Or, ce n'est pas tous les programmes universitaires qui ont un taux de placement de 100 %. Peut-être pas tous les programmes qui ont un taux de placement de 100 % AFP non plus, mais c'est un taux qui est élevé. Et vous avez dit, ce qui a eu le plus gros impact, c'est le fait que le gouvernement fédéral a revu l'attribution du permis de travail post-diplôme. C'est-à-dire parce que les personnes qui viennent ici suivent un cours de, on va dire soudure, c'est tout le temps l'exemple qu'on sort, mais peu importe. S'ils savent qu'ils ont un permis de travail post-diplôme, donc ils vont pouvoir travailler ici et donc gagner un revenu et donc peut-être pouvoir rester, ils vont s'inscrire. Mais s'ils ne savent pas qu'il y a le permis de travail, ils ne viendront pas. Et quand est-ce que ce changement-là du fédéral est arrivé exactement dans votre réseau puis que ça a eu un impact? La mesure est en vigueur depuis le 1er novembre 2024. Puis, donc là, ça c'était pour les demandes de permis d'études, si je ne me trompe pas. Donc, c'est maintenant là, qu'on voit l'impact. Parce que ceux qui l'avaient demandé avant, ils n'ont pas eu d'impact. Là. Donc, ça prend quand même 9, 10, 12 mois avant qu'il arrive. Donc, c'est à la rentrée 2025 qu'on voit l'impact de façon majeure. Puis même pour les programmes qui sont encore admissibles, là, le candidat international lui dit les gouvernements jouent au yo-yo. Là. Je ne sais pas dans un an si mon programme va être encore admissible ou le temps que j'applique à mon permis d'études, est-ce qu'il va y avoir une autre liste de programmes qui vont être sortis. Fait que pour des programmes qui sont encore admissibles au PTPD, on voit une baisse aussi. OK. L'an passé, vous êtes venu en commission, on a parlé de la loi là, qui vise à mieux encadrer les étudiants étrangers. Suite à ça, il y a eu une analyse et puis on a choisi d'épargner le réseau de formation professionnelle des centres de services scolaires. On avait donné en 2024 16 357 CAQ, puis en 2025, 17 446, donc même 1000 de plus là, pour corriger les ajustements. Donc, il n'y a pas eu d'intention de réduction d'aucune manière de la part du gouvernement. Il n'y a pas de centre de FP qui dit que, mon Dieu, pourquoi on m'a coupé 20 30 de mes CAQ? Pourquoi on m'a coupé ça? C'est
C'est pas ça qui est arrivé. Il y a eu une discussion autour du nombre de personnes souhaitées. Ça se peut que cette discussion-là a inquiété certains groupes. Hein, c'est un peu comme à la bourse, des fois, les gens s'emballent, ils ont des craintes, la bourse plante, sont enthousiastes, la bourse monte, alors que dans le réel de l'usine, il ne s'est rien passé. Là. Ça se peut que la discussion, la simple discussion sur les seuils ait amené des gens inquiets à l'international. C'est possible. Des gens qui ont dit « je ne suis pas certain ». Mais là, on veut donner de la prévisibilité puis de la certitude pour l'année qui vient. C'est l'objectif de la planification pluriannuelle, de se donner des cibles puis de s'enligner. Il y a des gens, on se parle entre nous, mais il y a des gens qui nous écoutent. Je peux vous dire que de l'an passé à cette année, on a donné plus de CAQ pour notre réseau public en FP. On n'a pas l'intention de réduire d'aucune manière. On est très, très conscient des pénuries de main-d'œuvre qui vont dans cette direction-là. Donc, ce qui a changé, c'est beaucoup, si je ne m'abuse, le permis de travail du fédéral, puis les restrictions pour les travailleurs étrangers temporaires. Est-ce qu'il y a des gens qui passaient de l'AFP au TET, au travailleurs étrangers temporaires, ensuite? Sur cette question précise-là, je vais laisser ma collègue répondre, là, passer de l'AFP à TET. Mais juste avant, je vais juste vous dire, l'année dernière, on n'a pas été invité en commission quand il y a eu l'étude sur la loi. On a trouvé un peu dommage que la formation professionnelle ne puisse pas être représentée alors qu'il y avait des représentants des cégeps et d'universités. Ensuite, de dire, oui, vous avez raison, c'est vraiment la mesure du PTPD qui nous fait mal. Les quotas de CAC, on n'arrive pas à les remplir parce que les étudiants n'arrivent pas assez. Puis ça, on l'a quand même nommé aussi dans notre mémoire, là. C'est ce qui nous fait le plus mal, puis c'est ce que nous révèle notre sondage. Ceci dit, je voudrais quand même dire qu'il y a 7 centres de services scolaires qui ont 22 au total de quotas. C'est très bas. Il y en avait qui commençaient des initiatives d'aller recruter des étudiants étrangers parce qu'il manque d'élèves dans les programmes pour lesquels il y a des besoins de main-d'œuvre. Les employeurs leur disent que le marché du travail est dynamique, hein, il change quand même peut changer assez vite. J'ai entendu un centre de services scolaires sur une commission scolaire en Gaspésie qui disait soutien informatique. Les employeurs m'appellent, j'en ai pas, puis là, mon quota est 0. Donc, tu sais, il n'est pas distribué non plus de façon à prendre en considération les besoins régionaux, là, ce qu'on déplore quand même un peu. Là. Puis, le réseau public a hérité de 55 des quotas de CAC pour 174 centres de formation professionnelle, alors que le privé en a 45 pour 35 établissements. Donc, on trouve qu'il pourrait y avoir un balancier un peu plus équitable là, en termes de mission des centres de formation professionnelle. Tu réponds? Qu'on est ouvert à des aménagements, justement pour des créations de nouveaux programmes, parce qu'il y a des besoins qui changent. Et préciser que l'an passé, par rapport à cette année, le réseau public a eu une augmentation du nombre de CAQ, donc de quotas, tandis que le réseau privé a eu une baisse de 35 %. Donc, il y a eu quand même un traitement privilégié pour le réseau public, définitivement. Et là, on me fait signe que j'ai des collègues qui veulent poursuivre l'échange avec vous. Merci, Mme la Présidente. Merci pour votre présentation. Je vais vous laisser poursuivre avec les collègues. Merci, Monsieur le ministre. Alors, j'ai la députée de Vimont qui a quelques questions. Il reste encore 7 minutes 39 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames, d'être là, d'être présentes. Toujours apprécié. Deuxième recommandation. Dans la deuxième recommandation, vous proposez de bonifier les voies d'accès à la résidence permanente pour les personnes diplômées de formation de courte durée qui ne sont pas admissibles au permis de travail post-diplôme, donc le fameux PTPD dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être, mais je pense que vous le savez, sinon, il faut quand même que vous sachiez qu'on a mis en œuvre le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, dans le volet 2, qui est compétences intermédiaires et manuelles du PSTQ, dans lequel les personnes qui ont obtenu un diplôme d'une formation de courte durée au Québec, qui ont acquis une expérience en dehors, peuvent être invitées ou sélectionnées. Est-ce que ça, vous le saviez, cet aspect-là? Oui? OK, parfait. De plus, bon, on le sait, on l'a mentionné tantôt, que tout ce qui était conditions d'admission au PTPD, qui est géré par Immigration Réfugiés, malheureusement, on ne peut pas déterminer les conditions d'admissibilité. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on a discuté. Recommandation 9.
qui propose l'intégration d'une condition de sélection dans les programmes d'immigration permanente qui portent sur la régionalisation. Vous en avez mentionné d'entrée de jeu dans votre mémoire. Il faut j'aimerais aussi peut-être attirer l'attention là-dessus que les critères de classement d'invitation au PSTQ favorisent justement la régionalisation. Donc, les gens qui sont invités peuvent le faire, d'autant plus qu'il y a également des points supplémentaires au classement quand ces gens ont fait justement, qui ont séjourné à l'extérieur de la CMM, qui ont eu de l'expérience à l'extérieur de la CMM, qui ont eu des stages aussi à l'extérieur de la CMM. Donc, tout ça fait en sorte que ils ont plus de chances d'être invités à présenter une demande de sélection. D'autant plus qu'au 31 juillet, la totalité des personnes qui étaient invitées par le ministère sur le volet 2 séjournaient aussi au Québec et à l'extérieur de la CMM. Donc, je voulais peut-être juste faire cette petite mise au point, là, peut-être... vous le mentionnez quand même, là, qu'il y a eu quand même des ajouts là-dedans, mais bien sûr, ce que vous mentionnez tantôt, là, je le comprends parfaitement. Petite demande aussi, curiosité, par rapport à la... Bon, voyons, je m'excuse, mon ordi, il a gelé un petit peu. Je voulais parler de Francisation Québec parce que j'ai la chance d'être l'adjointe gouvernementale au ministre en francisation. Donc, c'est toujours des sujets qui vont venir m'interpeller. Vous disiez tantôt que vous, au niveau des critères de sélection, vous privilégiez beaucoup les gens là, qui ont une bonne connaissance déjà du français selon des critères, etc. Par contre, vous demandiez peut-être d'avoir un ajout, une aide supplémentaire en francisation. Je veux juste comprendre si déjà vos critères sont élevés, pourquoi vous aimeriez en plus d'avoir un ajustement en francisation ou d'être accompagné, disons, davantage en francisation? Je voudrais juste comprendre ce côté-là. Peut-être actuellement, peut-être juste vous situer, ce qu'on exige en formation professionnelle, ce sont des niveaux nécessaires pour pouvoir intégrer. Donc, dans le processus d'admission, on exige, par exemple, en secrétariat, un niveau C, niveau 10, l'équivalent de niveau 10. Les gens doivent nous démontrer que le français est maîtrisé au niveau. Et actuellement, comment ça fonctionne? Ce sont des tests qui sont internationaux, qui sont exigés pour prouver leur niveau. Au niveau de la recommandation, je vous laisse peut-être poursuivre au niveau de ce que vous proposez, parce que c'est quand même une obligation pour nous. Donc, si la personne ne maîtrise pas le niveau, on va référer à la francisation, comme on a l'offre actuellement au niveau des centres de services, mais c'est quand même une obligation avant l'admission là, en formation professionnelle. Sinon, malheureusement, c'est extrêmement difficile pour les gens de pouvoir intégrer là, des métiers dans des programmes de très courte durée. Donc, c'est quand même un enjeu qui est important, mais quand même, au niveau des tests, je vous laisse peut-être compléter avec la suggestion. Là, pour être certaine, est-ce qu'on parle d'un gros pourcentage? C'est quoi à peu près vos demandes? Là, parce que vous semblez en avoir beaucoup. Est-ce que c'est un gros pourcentage? Tous les élèves qui vont venir de l'international, qui veulent être admis en formation professionnelle, doivent prouver le niveau de français. Donc, pour nous, on parle de centaines d'élèves annuellement pour lesquels, et même plus parce que selon le processus, bien entendu, les gens vont faire des démarches. On les accompagne dès le départ, là, avant leur arrivée. Et ça fait partie même de nos critères là, de base. Donc, premièrement, est-ce que le niveau de français répond aux attentes? On parlait de secrétariat. Vous comprenez que c'est un programme pour lequel la maîtrise doit être assez élevée pour être capable d'intégrer un programme comme celui-ci. Donc, on demande à tous nos élèves d'avoir un niveau. Donc, on parle C1 et B2. Le B2 est peut-être un peu plus, je dirais, utilisé dans certains de nos programmes, par exemple en soudage-montage, où on est plus au niveau 8, mais quand même, c'est une exigence. Donc, c'est sûr que si les gens ne le maîtrisent pas, on doit les référer vers d'autres aides possibles, selon si les gens sont ici ou bien sûr à l'extérieur du Québec. Mais je me mets à la place d'une personne là, qui désire suivre là, une formation en secrétariat avec un niveau 10, donc un niveau de compréhension parfaite.
il me semble que d'instinct, on n'ira pas s'inscrire là, parce que j'imagine que dans vos critères, déjà, à la base, vous expliquez ce que ça nécessite comme compréhension ou comme de la langue. Donc, vous en avez quand même des gens qui vont s'inscrire dans ce programme-là? Tout à fait. Donc, même si on mentionne les critères, les gens vont vouloir souvent poursuivre dans des programmes pour lesquels ils ont de l'intérêt. Vous ne pouvez pas les refuser? Bien entendu, c'est que si le niveau ne respecte pas le niveau minimal, on doit nous regarder de notre côté comment on peut les diriger vers l'aide possible pour aller acquérir leur français nécessaire. À ce moment-là, combien de temps peut prendre cette formation? Si c'est, je ne sais pas, moi, quel niveau vous avez, puis versus l'apprentissage de la langue pour qu'elle soit apte à suivre la formation, il peut se passer énormément de temps là, pour... Totalement. Donc, tout dépendamment, comme je vous dis, les candidatures sont totalement différentes. Donc, en fonction du niveau vers lequel les gens vont être, bien, comme on vit actuellement avec Francisation Québec, les gens ont différents niveaux, donc on va les accompagner pour leur permettre d'aller chercher le niveau nécessaire. Vous ne pouvez pas les refuser, carrément, de leur dire on ne peut pas vous accepter? Il y a des élèves pour lesquels on va exiger, surtout ceux qui sont à l'extérieur, donc vont décider de changer leur projet ou vont tout simplement aller poursuivre leur apprentissage en français. Ils vont revenir beaucoup plus tard. Donc, on a toutes sortes de situations. Les candidatures sont d'un peu partout dans le monde. Donc, on a des gens qui ont des parcours totalement différents qui vont venir nous rencontrer pour voir s'ils peuvent intégrer ou pas. Êtes-vous obligé des fois... Êtes-vous obligé, je vais faire vite ma question, est-ce que vous êtes obligé des fois de refuser? Le temps est terminé. Je suis désolée, le temps est terminé pour cette portion de discussion. Je me tourne du côté de l'opposition officielle. Vous bénéficiez de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Mesdames Van der Napp. Ma prononciation est pas trop mal. Excellent. Madame Bergeron, Madame Bolduc, merci d'être là. Merci pour vos explications. Merci également pour votre mémoire qui est très bien fait, complet, avec une série de recommandations. Et j'aurais quelques questions pour vous en lien avec les recommandations que vous faites. Je comprends que vous êtes Éducation internationale, c'est un organisme qui s'occupe de la formation professionnelle, que cette formation-là, elle est dispensée au secondaire, notamment. À la page 28 de votre mémoire, dans les recommandations transversales, vous dites au tout départ, fixer les quotas selon l'année scolaire de début de formation et non selon l'année de la demande de la CAQ et privilégier, ça c'est la 12, privilégier le décompte des étudiants effectivement arrivés au Québec plutôt que le seul nombre de CAQ délivrés. Le gouvernement actuel fixe des quotas pas très prévisibles, ce qu'ils font en matière d'immigration. Est-ce que vous avez été consulté avant ces nouvelles décisions-là, ou si vous vous êtes ramassé avec les décisions imposées par le gouvernement, puis là, bien, vous êtes obligé de gérer vos quotas, puis c'est pas toujours évident? Éducation internationale, on n'a pas été consulté dans les centres de services scolaires. Je sais qu'à la Fédération des centres de services scolaires, il y a une consultation qui a été faite sur la loi, mais non pas sur le décret et sur les quotas. Donc, la réponse à votre question, c'est non. Puis par rapport à la recommandation, si vous avez besoin de plus d'explications, peut-être Gabrielle, sur le... Ouais. Oui, c'est ça. Dans le fond, les deux recommandations viennent justement avec notre suggestion d'avoir un peu plus de prévision, de pouvoir permettre aux centres de formation d'avoir justement de mieux s'organiser avec ces quotas-là, parce que les quotas ont été, comme beaucoup de mesures en immigration, imposés du jour au lendemain. Puis on a ce quota-là, on dit, bon, finalement, ce centre-là a 0, a 3, a 6, sur des demandes, finalement, qui étaient peut-être déjà en cours également, des admissions qui étaient déjà en cours. Donc, ça a fait en sorte que certaines personnes avaient une admission, finalement, ont dû l'annuler, etc. Donc, la recommandation est plutôt pour permettre aux centres de formation, dans l'optique qu'on comprend le quota, à quoi ça sert aussi pour le Québec, de permettre aux centres de formation quand même d'avoir un petit peu plus de prévisibilité sur qu'est-ce qui s'en vient pour gérer leur année scolaire, ce qui pourrait faire en sorte aussi qu'on aurait justement moins de fermeture de cohortes, une baisse d'inscription, en tout cas, qui va être peut-être palliée avec d'autres actions en sachant qu'il y a tout ça qui arrive, ce nombre-là qui, par exemple, va être très bas pour 2026-2027,
Actuellement, c'est des quotas qui sont de février à février sur une demande qui est effectuée. Malheureusement, une demande de CAQ qui est effectuée, ça ne se traduit pas en quelqu'un qui arrive non plus parce qu'il y a l'étape du permis d'études aussi qui est souvent là, malheureusement, que les projets de certaines personnes sont freinés. D'où l'autre recommandation là, qui était d'avoir une méthode de calculer le nombre de CAQ émis et utilisés finalement, étant donné que la majorité, pas la majorité, mais quand même beaucoup de CAQ qui sont demandés ne sont pas utilisés parce que les gens ne peuvent jamais finalement arriver, même au Québec. Là. Exact. Et parce que votre année scolaire, est-ce que c'est des cohortes en continu ou ça commence habituellement en septembre ou au mois d'août? Les cohortes sont variables en fonction de l'offre. Par exemple, on peut avoir des cohortes qui débutent au mois d'août. D'autres vont être en janvier, février. Donc, c'est toujours en fonction de l'adéquation formation-emploi, puis peut-être en complément avec ce qui se passe actuellement au niveau plus de notre réalité, c'est que ça vient un petit peu biaiser la planification aussi de l'offre des diplômés pour le marché du travail. Donc, notre préoccupation, elle est aussi à venir, par exemple, dans le secteur de la construction, et je vais parler pour mon territoire, la construction navale. Pour moi, nous avons 296 CAC, qui est notre cible actuellement. Mais ce qu'on voit, on parle de milliers d'emplois qu'on va devoir desservir au niveau de la région. Donc, vous comprenez que si on regarde dans une planification plus à moyen terme, il y a un enjeu quand même parce que les élèves, pour nous, viennent combler des cohortes actuelles. Hein? On parle de combler des cohortes, donc de continuer de donner des services dans des secteurs qui sont critiques pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc, c'est pour ça que la planification, en fonction de la réalité régionale, peut avoir un impact important parce que certains centres actuellement, et même certains de nos programmes, sont actuellement en péril parce que des élèves ne viennent plus malheureusement pour certains de nos programmes. Donc, la planification pourrait nous aider actuellement là, au niveau du réseau. Oui, bien, je vous remercie. Puis écoutez, moi, je vous écoute très attentivement parce que vous parlez du Centre de services scolaires des navigateurs, vous parlez de construction navale, donc j'en déduis que vous êtes dans la grande région de la capitale nationale, plus qu'en Abitibi, n'est-ce pas? Exactement. Ou au Saguenay. Il y a toutes sortes de programmes du gouvernement. Il y a le gouvernement fédéral aussi qui veut se lancer dans la construction navale, la défense, etc. Donc, ça pourrait être une manne pour le Québec. Puis là, bien, je comprends que le gouvernement du Québec, finalement, avec son manque de prévisibilité, fait en sorte que vous ne savez plus trop sur quel pied danser, puis ça ne vous facilite pas la vie. Est-ce que je vous comprends bien? Ça nous demande de nous réorganiser constamment actuellement, puis administrativement parlant aussi. Parce que techniquement, les changements nous apportent aussi une réorganisation de nos processus avec une limite au niveau du quota, au niveau des CAQ, au niveau administratif, puis pour tous les centres de services. On doit avoir nos processus actuels pour être capable de bien répondre aussi à nos élèves qui sont ici et ceux qui ont aussi des questions qui sont à l'extérieur. Donc, il faut revoir nos processus actuellement là, pour être capable de bien planifier l'arrivée de nos élèves, puis répondre aussi, comme on disait tout à l'heure, aux besoins actuels de nos entreprises. Juste parler, par exemple, on parlait du secteur métallique, donc en soudage-montage, qui est un secteur qui est quand même assez important actuellement, pour lequel on va avoir des enjeux. Donc, de prévoir qu'on a un besoin assez important dans les prochains mois, prochaines années, pour des secteurs comme la construction navale, c'est une planification qui est dès maintenant là, pour ce qui s'en vient pour nous. Je ne suis pas un spécialiste en construction navale, mais j'imagine que des soudeurs, ça doit quand même être assez en demande. On ne se trompe pas quand on dit ça. Totalement, Bon. oui. Puis là, je comprends que les CAC que vous avez, là, c'est une enveloppe globale. Donc, ça vise les étudiantes qui sont ici présentement, parce que eux aussi, leur en font un CAC. Tout à fait. OK. Donc, puis là, si à un moment donné, votre quota est tellement réduit que vous n'êtes pas capable d'en faire venir d'autres, comment vous allez être capable de répondre à la demande du marché? Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu la recommandation hein, au niveau de la réalité régionale. La nôtre, c'est le secteur naval qui est quand même prioritaire et la construction. Donc, en complément, on veut augmenter notre nombre de cohortes. Bien entendu, les élèves viennent combler nos cohortes.
avec les élèves qui sont ici au Québec, bien entendu. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à des milliers de travailleurs? Par exemple, en soudage et montage, on parle de 500-600 travailleurs d'ici les 2 prochaines années. Donc, bien entendu, les entreprises veulent voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble pour être capable de répondre aux besoins urgents pour ces secteurs-là. Donc, oui, on est préoccupé actuellement là, pour répondre aux besoins. Parce que je comprends que, évidemment, il y a des étudiants qui sont ici, qui vivent ici. Vous en faites venir de l'étranger aussi à l'international, parce que j'ai compris que vous avez dû, puis c'est peut-être pas dans le secteur de la construction navale, mais vous avez dû reporter des cohortes parce que c'était trop faible pour démarrer. Donc là, c'est pas très bon. Donc là, on a des étudiants ici qui ne peuvent pas avancer. Dans le secteur, justement, naval ou dans les régions, là, si vous avez quelqu'un de l'étranger que vous formez, puis que là, à un moment donné, il a son diplôme, il a ses cartes, il veut se mettre à souder, mais il vient de l'étranger, c'est facile de le garder ici puis de le faire embaucher ou les règles font en sorte qu'il va repartir à l'étranger? Ça va vraiment dépendre, en fait, de la formation. Le soudage, en tant que tel, c'est admissible encore au PTPD. Là. C'est une des rares formations qui est encore admissible. Mais pour plusieurs domaines de formation, les gens, en fait, en formation professionnelle, la très, très grande majorité des formations ont un stage en entreprise, dans les restaurants, par exemple, pour la cuisine et tout ça, se placent déjà quelque part en emploi, ont un droit aussi de travail hors campus, des fois travaillent déjà un petit peu dans ce domaine-là. Finalement, pour les permis, pas pour les permis, mais pour les formations qui ne sont pas admissibles au permis post-diplôme, mais leur seule porte, c'est des permis fermés. Mais encore là, il y a quand même des restrictions aussi au niveau des permis fermés. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans les entreprises la majorité du temps, puis finalement, n'ont pas la possibilité de continuer avec cet emploi-là, alors qu'ils répondent à un besoin direct de cet employeur-là. Puis, dans votre recommandation 15, vous suggérez à la page 29 permettre aux candidats du PEC volet diplômé issus de l'AFP de démontrer leur connaissance du français, mais là, je comprends que le volet PEC il est suspendu présentement. Puis ça, avez-vous été consulté avant la suspension? Non, vous l'avez découvert comme nous, un matin comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font? Là, ils ne peuvent plus travailler. Tantôt, on parlait du PSTQ. Est-ce que c'est adapté à vos besoins? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? C'est ça, c'est pas tout à fait adapté, en fait, le PSTQ. Là, on a mentionné tout à l'heure que oui, la formation professionnelle, les métiers de courte durée, par rapport au PEC, qui est vraiment 1800 heures totales, si on veut, le PSTQ offre quand même une flexibilité au niveau du nombre d'heures du diplôme. Par contre, il y a toujours le volet, on parlait du volet 2. Volet 2, c'est quand même avoir 1 an à l'étranger, 1 an au Québec. Bien, l'année au Québec, finalement, les gens ne peuvent pas l'avoir la majorité du temps parce qu'ils n'ont pas accès au PTPD. Et là, avec les programmes qui sont menacés d'être retirés, en 2026, là, du PTPD, il nous reste 12 programmes de 1800 heures qui pourraient être admissibles au PEC et qui pourraient permettre d'avoir l'expérience de travail aussi de 1 an, 2 ans, là, selon le volet. On ne va pas loin avec les 12 programmes. Là, vous comprendrez qu'il y a quand même beaucoup de programmes de moins de 1800 heures et même des programmes de 1800 heures aussi, dont le besoin est là. Puis, malheureusement, les programmes de résidence permanente ne sont pas adaptés du tout parce que l'expérience de travail peut difficilement être acquise. Autre que par justement des permis fermés qui sont aussi difficiles d'accès. Et je comprends également qu'au niveau de la francisation, puis ça c'est votre recommandation 13, En terminant. francisation au Québec, non seulement, les formes pas en francisation, mais des formes en intégration, ce que j'ai bien compris. Comment est-ce qu'ils font pour apprendre le français? Mais c'est, en fait, bon, là, on reparle un petit peu aussi des travailleurs étrangers qui doivent s'intégrer en formation, qui peut-être des travailleurs qui n'ont pas le niveau minimal. Merci beaucoup. Alors, le temps est complété pour l'opposition officielle. On termine avec le deuxième groupe d'opposition pour 4 minutes 8 secondes. Merci. Bonjour, mesdames. On a constaté hier que la baisse globale du nombre d'étudiants internationaux était compensée de façon globale au Québec là, par une augmentation d'étudiants natifs là, du Québec. Est-ce que je crois comprendre que cela ne se reflète pas dans votre secteur d'activité? Donc, il y a quand même une baisse d'étudiants globalement. Là,
internationaux et des étudiants et étudiantes provenant du Québec. Est-ce que c'est le cas? Bien, avec les statistiques auxquelles on a accès là, sur le tableau de bord du ministère de l'Éducation, on voit qu'il y a une hausse d'élèves en formation professionnelle, mais ce nombre-là n'est pas suffisant quand même pour remplir toutes les cohortes, pour les programmes pour lesquels il y a des besoins de main-d'œuvre. J'entendais dans la commission avant parler d'accès au logement et tout ça. Là, il y a 80 000 emplois en pourvoir d'ici 2030 en les métiers de la construction. Ce sont tous des métiers de la formation professionnelle. Il y a 32 métiers de la formation professionnelle. Ces cohortes-là ne sont pas complètes, donc ça nous prend des internationaux. Fait que même si les Québécois s'inscrivent plus, il reste qu'il y a de la place quand même, puis qu'on en a besoin dans certains métiers. Là, dans le secteur minier aussi, il y a à peu près 50 000 travailleurs à aller chercher, puis la moitié, c'est des métiers de la formation professionnelle. Là. Donc, mais oui, il y a une hausse des élèves québécois, mais il y a de la place quand même pour des internationaux, étant donné les besoins du marché du travail. Vous avez mentionné 77 cohortes qui n'ont pas été formées. Je suppose, et vous allez me confirmer, que lorsque vous formez des cohortes, c'est étroitement relié à la demande au marché du travail. Donc, il y a presque une embauche assurée à la sortie. Donc, non seulement des cohortes sont non formées, parce que ça prend un nombre minimal de personnes pour former une cohorte, mais il y a des entreprises qui sont directement affectées parce qu'ils n'ont pas de travailleurs ou travailleuses. Est-ce que c'est le cas, là? C'est exactement ça. Je pense que Véronique pourrait en parler, parce que les centres de formation professionnelle parlent aux entreprises, aux employeurs tous les jours. Exactement. Donc, on est sollicité constamment pour voir comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre de diplômés dans des secteurs prioritaires. On a parlé, je prends encore le secteur métallique en soudage, montage, par exemple. Donc, c'est sûr que si je prends Chaudière-Appalaches, tous mes collègues aussi vivent la même réalité. Donc, le besoin, il est criant. Donc, oui, on a une augmentation des élèves québécois dans nos demandes actuelles. Par contre, avec les cibles actuelles pour répondre aux besoins du marché du travail, il y a encore des manques à gagner actuellement là, pour être capable d'atteindre les cibles là, pour les besoins actuels. Donc, bien entendu, tout ce qui se passe au niveau socio-économique, pour nous, les entreprises nous appellent dans différents secteurs. Le secteur de la santé, c'est la même chose. Donc, les résidences qui nous appellent pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour être capable de répondre à l'adéquation formation-emploi. Donc, c'est le quotidien au niveau de la formation professionnelle. Comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins actuels? Donc, pour plusieurs, les élèves de l'international viennent nous aider à soutenir ce besoin-là, puis combler des cohortes actuelles qui est nécessaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu partir de cohorte, c'est que la demande, elle est là, mais on manque d'élèves aussi dans certains de nos programmes pour lesquels c'est une solution pour certains secteurs. Vous avez fait mention dans votre mémoire la recommandation 17 exempter les demandeurs d'asile de l'obligation d'obtenir un CAC pour suivre des formations de courte durée, 6 mois et moins. En terminant. Quelle est la situation concernant les demandeurs d'asile? Très rapidement, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de faire une formation de moins de 6 mois sans obtenir un CAQ ni un permis d'études. Et les demandeurs d'asile occupent des emplois très importants, dont préposés aux bénéficiaires notamment. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette ronde de discussion. Merci pour l'apport.